Cette année, l'examen de cette mission se déroule à un moment que nous pressentions charnière, sans que nous puissions cerner avec certitude les implications des mutations que traversent les industries culturelles. Naturellement, je pense à l'intelligence artificielle qui a déjà eu un impact très concret en 2023, matérialisé par la grève à Hollywood. Les scénaristes, les acteurs, les doubleurs craignent à juste titre que les studios utilisent l'IA générative pour les remplacer, tout en faisant fi du droit d'auteur. Encore aujourd'hui, malgré l'accord conclu début novembre, les inquiétudes ne se sont pas dissipées. Le monde du cinéma n'est pas le seul à être révolutionné par la démocratisation de l'IA. La programmation et la scénarisation des jeux vidéo l'est tout autant, à l'instar de la presse, qui a vu le nombre d'images et d'illustrations générées par l'IA croître sensiblement. Actuellement, plusieurs géants du numérique expérimentent des logiciels qui aideraient les journalistes à produire des articles. Ainsi, les industries culturelles et les médias sont en première ligne face aux bouleversements industriels, économiques et sociétals. Certains iraient jusqu'à même dire civilisationnels que représente l'IA, qui n'en est qu'à ses prémices. Si les pouvoirs publics s'attachent à définir un équilibre entre régulation des usages et stimulation de l'innovation, d'ailleurs on le voit pour les débats actuels sur l'IA Act au niveau européen, les modèles économiques sont d'ores et déjà en transition. Quoi qu'il en soit, en matière culturelle, un principe doit rester intangible. Le droit d'auteur doit être respecté, protégé et adapté pour prendre en considération les développements de l'IA. J'espère, Madame la Ministre, que la France tiendra une position ferme sur le sujet dans les discussions européennes. À l'aune de ce contexte, le budget de la mission Médias, Livres et Industries culturelles à périmètre constant fait l'objet d'une augmentation de 4,12% par rapport à la loi de finances 2023. Si nous ne pouvons que saluer cette progression, les fortes incertitudes qui pèsent sur les différents secteurs et les turbulences à venir freinent nécessairement un peu notre engouement. En premier lieu, j'évoquerai sans surprise le financement du CNM. Devenu incontournable pour l'écosystème musical, ayant fait ses preuves pendant la crise Covid, la Maison commune ne dispose toujours pas de gages financiers à moins d'un mois du début de l'exercice 2024. Face à la position du gouvernement, mutisme du gouvernement, pourtant pressé de toutes parts, face à la promesse non tenue du président de la République, le Sénat a pris ses responsabilités et a entériné la création d'une taxe streaming dans un consensus qui a contraint le gouvernement à donner un avis de sagesse sur ces amendements similaires. Cependant, une question demeure. Cette taxe sera-t-elle conservée dans le budget final ? Madame la ministre, le gouvernement souscrit-il enfin à sa création ou privilégie-t-il encore la position que je qualifie d'injuste d'une contribution volontaire des plateformes qui insécurisera et déstabilisera le CNM? Sans une taxe pérenne au rendement certain, le CNM ne pourra plus remplir l'ensemble des missions qui ont été déployées et qui vont bien au-delà du seul soutien au secteur. En tant que parlementaires, nous ne pouvons d'autant moins accepter cette hypothèse que nous avions alerté dès la proposition de loi initiale, cher collègue Hugonet, portant fondation du CNM sur le risque d'impasse financière. Alors que le CNM est monté en puissance ces dernières années, un retour en arrière qui fragiliserait les acteurs de la filière musicale n'est donc pas concevable. Par ailleurs, dans le domaine de la presse, la relative stabilisation des crédits peut s'expliquer par l'organisation des États généraux de l'information. Cependant, il est évident que le PLF 2025 constituera un véritable juge de paix et nul statu quo en matière d'aide à la presse ne sera envisageable. Dès 2022, notre Assemblée appelait dans son rapport sur la concentration des médias à réformer les aides à la presse et à, je cite, « réviser les conditions d'octroi des aides au pluralisme et à la modernisation en prenant en compte la situation financière des groupes auxquels les titres candidats sont rattachés, et ce, afin de mieux soutenir la presse indépendante ». Toujours dans le cadre du programme 180, la légère croissance des crédits alloués au fonds de soutien à l'expression radiophonique permettra de poursuivre l'accompagnement des radios diffusant en FM et en DAB+. J'ai quelques réserves sur le déploiement territorial du DAB+, qui ne m'apparaît pas toujours très équilibré. En Bretagne, j'ai indiqué à l'Arcom qu'en l'état, le tissu des radios associatives serait appauvri parce que seules 25 radios associatives sur 32 pourraient basculer en DAB+. La réduction de cette offre de proximité serait bien évidemment préjudiciable
Et il convient donc de s'assurer que le DAB+ n'aboutisse pas à délaisser certains pans de nos territoires et notamment les zones rurales. En ce qui concerne le livre, je me réjouis de la hausse de la DGD Bibliothèque, portée à 95 millions d'euros, avec un volet spécifique consacré aux Outre-mer. Cependant, attention. D'une part, la sortie du dispositif DGD Bibliothèque, relayé par le contrat territoire lecture par les collectivités territoriales qui ont mis en place des projets d'extension des horaires. Une évaluation devra être menée afin de veiller à ce que les collectivités soient en capacité de maintenir le volume des horaires d'ouverture de leur bibliothèque. D'autre part, si des progrès ont eu lieu dans la relation entre auteurs et éditeurs, suite notamment à l'excellent travail de M. Sirinelli et de Mme Dormont, la négociation à venir sur le partage de la valeur et la rémunération des auteurs s'avère encore centrale et épineuse. Désormais, je vais aborder le concours financier relatif à l'audiovisuel public. À cet égard, mes chers collègues, je regrette que depuis plusieurs années, le débat soit très dogmatique, voire même caricatural dans notre hémicycle. Je déplore certains jugements, monsieur le rapporteur spécial. Je vous cite dans votre rapport vos interrogations sur le nombre d'antennes de Radio France, visant singulièrement les radios Move et FIP, bien qu'elles soient parfaitement identifiées par le public et que les audiences de FIP passent en face la 8e radio la plus écoutée en France. De manière similaire, le supposé abaissement de la qualité des programmes de France Télé est démenti par la qualité d'information qui est distillée sur ces antennes, par le renforcement de l'offre de proximité, par l'offre plurielle garantissant une variété de contenus ciblant différents publics selon les termes de l'Arcom dans son dernier rapport sur l'exécution du cahier des charges de France TV. Alors, se focaliser sur la production coûteuse d'un feuilleton quotidien assez peu ambitieux, qui ne représente que 3,1% de la programmation totale de France 2, est une manière assez étonnante d'analyser les choix éditoriaux de la chaîne. En 2022, France Télé a conforté sa place de premier financeur de la fiction audiovisuelle en France. Belle prestation quand on sait l'enjeu colossal qu'est la fiction dans le paysage audiovisuel aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas, mais nous en parlerons tout à l'heure, votre acharnement et votre amendement qui diminuerait les crédits accordés à l'audiovisuel public de près de 210 millions, alors même qu'entre 2015 et 2022, les ressources publiques dédiées à France TV se sont taries de 3,3%. Comme le démontre l'IGF dans son rapport sur le financement de l'audiovisuel public, les dotations de France TV auraient dû atteindre 4,2 milliards en 2022, en tenant compte de l'inflation, loin des 3,6 milliards effectivement versés. C'est pourquoi notre groupe a déposé un amendement qui transforme la nouvelle part conditionnelle octroyée à 4 des 6 sociétés en crédits budgétaires sécurisés. Car non seulement cette part variable est conditionnée à des projets de transformation et de modernisation, peu définis, peu critérisés, mais surtout cette enveloppe ajoute de l'incertitude à l'incertitude dans la mesure où les contrats d'objectifs et de moyens ne sont pas, on l'a dit, encore connus. Alors l'audiovisuel, pour mettre en œuvre sa vision stratégique, a besoin de visibilité et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'audiovisuel public. Aucun calendrier, aucune piste n'ont été avancées jusqu'à présent par le gouvernement depuis la suppression de la CAP. Alors Madame la Ministre, nous ne pouvons pas nous retrouver comme en 2022 dans une situation d'improvisation alors que l'échéance arrive. Alors au regard de cet horizon pour le moins brumeux et sauf adoption de notre amendement, il est impossible pour notre groupe de voter les avances à l'audiovisuel public. En revanche, nous voterons les crédits de la mission Livre, Médias et Industries culturelles. Madame la Ministre, pour 2024, les chantiers sont nombreux, les attentes sont fortes, vos décisions sont attendues.